acteurs sont là, ils sont pas repartis, c'est bon. Bon, bonjour à toutes et à tous. Philippe Marcel, directeur Captronics Sud-Est. Alors, un tout petit mot, Captronics, c'est une association loi 1901 qui accompagne les PME, PMI et autres sociétés et groupes dans l'intégration de systèmes embarqués, de logiciels embarqués, cybersécurité. Donc on est de l'accompagnement. Hein. Voilà. On n'a rien à vendre, on fait de l'accompagnement. Voilà. Alors, pour parler aujourd'hui du sujet qui nous intéresse, la santé connectée et préventive, hein, on va revenir là-dessus. Il y a 3 personnes, donc je vais laisser se présenter dans l'ordre. J'ai quand même, alors je ne me trompe pas, Cyril, voilà. Ensuite, j'ai Richard Fan, et ensuite, j'ai Samir Bouda. Je vous laisse vous présenter un par un, vous présenter rapidement, et puis après, on passe à une série de questions. Donc, bonjour à... Ça marche, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, donc Cyril Chéniaud, je suis donc responsable des études avancées de la société Sigvaris. Sigvaris est un acteur traditionnel du dispositif médical textile. Aujourd'hui, on fait des bas médicaux de compression, donc c'est des produits qui sont destinés à traiter l'insuffisance veineuse. Et voilà, acteur et leader sur son marché et acteur mondial sur ce domaine. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents dans la salle. Je suis Richard Fan, le fondateur et dirigeant de la société Inventis. Inventis, c'est un bureau d'études qui existe depuis maintenant plus de 5 ans, spécialisé dans la conception de l'électronique au cloud de systèmes connectés. On fait aussi de l'IA embarquée pour l'industrie 4.0 et on est présent dans les domaines de l'industrie, donc du luxe, de la beauté et aussi de plus en plus sur des dispositifs médicaux connectés. Et on est basé à Annecy et Grenoble dans la région. Bonjour à tous. Donc Samir Bounab, je suis dirigeant de la société Witekio. C'est une PME tech qui opère dans 4 pays. Nous sommes 140 et nous travaillons sur donc le logiciel embarqué et les objets connectés. On intervient sur plusieurs secteurs, notamment le médical, ce qui explique ma présence aujourd'hui. Et je suis ravi de pouvoir partager notre expérience aujourd'hui. L'industriel, les véhicules spéciaux aussi beaucoup, on voit beaucoup d'innovations. Et puis les objets connectés du quotidien. Et donc, Witekio, c'est une boîte de passionnés de la tech qui opère depuis une vingtaine d'années, ce qui nous a permis de voir beaucoup de cycles d'innovation, notamment dans le médical qui a beaucoup bougé depuis 2002. Et donc, c'est très intéressant de voir cette nouvelle vague qui est ni la première ni la dernière avec ce sujet de la connectivité. Merci. Alors, j'ai une série de questions pour vous, puis après, je prendrai des questions dans la salle s'il y en a. N'hésitez pas. Alors, on va prendre le titre dans l'ordre. On va parler de... Alors, il y a connecté, puis il y a préventive. On parle de médecine préventive et prédictive. Et moi, la question, alors on a vu apparaître avec le Covid, c'est que déjà au niveau du médical, les experts ne sont pas tous d'accord. Comment créer un modèle prédictif et préventif dans ce cadre-là et comment vous y prenez? Alors là, prenez la question dans l'ordre où vous voulez. Alors, je pense que c'est en fait un vrai challenge. Pour moi, en fait, la réponse, c'est vraiment dans la mise en relation, finalement, dans la mise au réseau de l'ensemble de l'écosystème, dans le développement, finalement, de tous ces dispositifs. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, il faut vraiment faire participer, évidemment, la communauté médicale, les industriels, les gens de l'électronique, de la data et le patient. Je pense il faut que tout le monde soit autour de la table et que tout le monde participe depuis le début et suive en fait l'évolution des développements pour accéder à ce niveau, on va dire, d'acceptabilité et de haut niveau de qualité de performance. Voilà, on est tous spécialistes dans notre domaine. Par contre, quand on parle de santé connectée, ça touche évidemment des secteurs très différents et on a besoin, en tant qu'acteur de chacun de nos domaines, de se réunir et de se comprendre. Ce qui est quand même pas évident si je me place d'un point de vue d'industriel, on va dire traditionnel textile. Quand on commence à parler avec des gens de l'électronique, des gens de la donnée, c'est quand même une sacrée révolution dans les mentalités, quoi. Donc, si on arrive en fin d'étape, on a tout faux parce que voilà, on n'a pas intégré les contraintes de chacune de ces industries et aussi des acteurs un peu plus en aval sur la chaîne. Donc, pour moi, c'est vraiment un partenariat qu'il faut avoir depuis le début sur ce genre de sujet, quoi.
Je suis assez d'accord. Les partenariats sur les dispositifs médicaux sont de plus en plus larges. Et quand on parle de modèles prédictifs et un petit peu d'intelligence artificielle, ça fait rentrer de nouveaux métiers et de nouvelles compétences qui n'existaient pas sur les dispositifs médicaux, même connectés, il y a 3 ou 4 ans. Et on se rend compte que pour couvrir toutes les problématiques, c'est-à-dire l'usage, l'utilité, la pertinence, la légalité, les réglementations, l'acceptabilité, on se rend compte qu'il y a énormément de métiers qui doivent collaborer ensemble pour mener un projet de A à Z. Et ce n'est pas vraiment en série, c'est vraiment tout en parallèle. Alors, moi, je pense qu'on fantasme un peu l'avancement de la technologie là-dessus. Enfin, surtout, la technologie a un coup d'avance sur ce qu'on est capable d'accepter ou ce qu'on a déjà mis en place sur la médecine. Et donc, de parler d'intelligence artificielle et de modèles, c'est très bien, parce qu'en plus, c'est notre rôle aujourd'hui au CIDO. Mais on est vraiment très loin du compte. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'il faut comprendre sur le volet médical, c'est que la formation des médecins, et alors je vais parler de la médecine de proximité, il faut bien prendre un thème pour essayer de creuser. Il y a une approche qui est très procédurale. C'est-à-dire que pour faire un diagnostic, déjà, ils ont très peu de temps. Ils ont 10 minutes, ils voient un patient pendant 10 minutes, et ensuite, peut-être qu'ils ne le reverront pas pendant 1 an. Et ce qui fait qu'ils ont une fenêtre, c'est un peu dur de respirer avec ça, ils ont une fenêtre d'analyse qui est très très courte. Et donc les procédures, c'est de regarder ce qu'il y a de plus probable selon les symptômes, de donner un médicament. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je teste une autre procédure. Ce qu'on voit avec la médecine connectée, c'est qu'on va pouvoir avoir des fenêtres d'analyse qui sont quasi cliniques. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir un objet, si je prends l'exemple d'un objet connecté qui remonte de la donnée, un rythme cardiaque, une température du corps, un taux de sucre dans le sang, je pourrais être capable d'avoir quelque chose sur 1 an, sur 2 ans, sur 6 mois, ce qui correspond à une autre approche qui est celle de l'étude, où j'ai analyse de la donnée, conclusion, expérimentation et test. Donc déjà, quand on parle de médecine préventive, il y a aussi l'aspect de la pratique préventive. Et les médecins, pour l'instant, n'ont ni le temps, ni la formation pour faire ce genre de médecine. Et donc, ça va, avant même de parler d'intelligence artificielle et de recommandations, si simplement un humain pouvait analyser la donnée qui est à disposition, prendre le temps avec ça de poser un diagnostic et ensuite de faire un traitement, déjà, on aura fait une super innovation dans le médical. Donc, je pense que et puis, ça pose la question, réponse un peu longue, mais du modèle économique qui va derrière, puisque, effectivement, le médecin, actuellement, est payé quand on va mal, quoi. En médecine chinoise, alors est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est... visiblement, on paye son médecin quand on va bien et on ne le paye pas quand on va mal. Donc, il y a aussi un modèle à trouver sur la prévention, et qui n'est pas du tout, en tout cas en France, dans notre modèle actuel, où comment on fait pour rémunérer quelqu'un qui va pouvoir prendre du temps pour analyser les données préventives, pour pouvoir faire de la médecine préventive. Et là-dessus, on n'est même pas en train, une fois de plus, de parler de technologie ou d'intelligence artificielle. On parle déjà de technologies qui sont disponibles maintenant et qu'on ne sait même pas utiliser d'un point de vue système. Donc pour moi, c'est la question initiale à se poser là-dessus. Oui, ok. Donc du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Cyril. C'est est-ce que, et c'est la problématique qu'on a, on a vu le dossier personnel médical qui est un serpent de mer qui commence à sortir, avec des freins de partout, très clairement, notamment des médecins. La crise du Covid fait que ça a quand même, la télémédecine a beaucoup évolué en 3 mois, elle a été accélérée. Donc, selon vous, comment vous voyez ce modèle économique, ou comment vous allez intervenir dans ce modèle économique en tout cas? Moi, je partage vraiment l'opinion de mon co-intervenant. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai challenge sur le changement de paradigme, finalement, pour les médecins, quoi. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ils sont vraiment formés comment dire, à traiter. Le cursus aussi, les études médicales, c'est vraiment ça. Enfin, je veux dire, c'est comment on traite, on analyse les symptômes, etc. Et donc, changer de paradigme pour dire demain, il faut plutôt s'intéresser à la prévention, il faut anticiper, c'est extrêmement compliqué. Et notre système de santé, aujourd'hui, est aussi orienté comme ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les médicaments qui sont remboursés. C'est quand même compliqué. Voilà, les mutuelles ont mis du temps à rembourser, par exemple, les séances d'ostéopathie ou des choses comme ça. Donc là, pour moi, il y a un vrai challenge. C'est pas la technologie qui est le frein, vraiment pas. Je pense qu'on pourra arriver à faire beaucoup de choses, mais c'est vraiment l'adaptation du système.
Et je pense qu'aussi une des réponses pour faire changer finalement tout ça, c'est, comme je disais, je pense qu'il faut embarquer au fur et à mesure la communauté médicale. Il faut leur montrer finalement ce à quoi la technologie va pouvoir répondre demain. Et puis, c'est une démarche de longue haleine, mais petit à petit, je pense que c'est vraiment des partenariats à construire. Un autre élément de réponse aussi, c'est qu'il faut aussi accepter le fait que la médecine, effectivement, passe par des nombreuses études de validation, etc. Et qu'aujourd'hui, si on veut faire accepter aussi ces outils-là à la communauté médicale, eh ben, il faut se plier finalement à toutes ces étapes qui sont un peu longues, qui sont un peu compliquées réglementairement, mais qui est en fait aujourd'hui la seule réponse finalement pour les médecins de dire OK, je peux utiliser cet outil-là, il est fiable, les données sont validées. Donc c'est un vrai challenge et les réponses elles sont multiples, quoi. Mais en tout cas, personne ne pourra avoir la réponse en travaillant tout seul. Oui, donc là, tu fais référence sans doute aux études cliniques, qui sont aujourd'hui le moyen qui est codifié, qui est connu et qui est utilisé par ceux qui développent des dispositifs médicaux, surtout connectés. Parce qu'en fait, la nouveauté, comme Samir le disait, c'est qu'un produit connecté permet d'avoir de la donnée, de capter de la donnée, de mesurer des choses en continu. Alors qu'en fait, quand un médecin vous prend l'attention, il le fait quand vous êtes dans son cabinet, donc peut-être dans un contexte qui modifie en fait votre tension parce que vous êtes émotif ou émotive. Et le fait de capturer des données tout au long de votre journée de manière la plus transparente possible, ça permet le fait d'avoir des études cliniques qui sont préparées, qui sont conduites, mais qui demandent du temps et qui demandent donc des budgets. Et donc tous ces budgets d'investissement sont pris en charge aujourd'hui par les fabricants. Et effectivement, si après le système financier ne fait que financer du curatif, et ben quand on essaye de faire des recherches avec des études cliniques et des systèmes qui sont par nature pas encore commercialisés parce que encore en études cliniques, ben il y a un petit peu un serpent qui se mord la queue et une difficulté à démarrer un projet avec des budgets importants pour avoir des données vraiment fiables. Sinon après, ben on s'expose au risque d'avoir un projet qui n'est pas médical et un peu gadget et un petit peu dénigré, ce qu'on a vu un petit peu ces dernières années dans certains cas. Donc effectivement, le long process, c'est aujourd'hui les études cliniques, c'est le meilleur outil. Et d'ailleurs, on voit bien que des acteurs comme Apple offrent des outils d'aide aux études cliniques pour les iPhones en particulier, parce qu'ils sentent bien que là, il y a un mouvement et c'est l'endroit où ils peuvent aider à générer des données et à aider à les analyser. Ouais, effectivement, sur le volet acceptation par les médecins, je pense que c'est vraiment une clé. Alors en tout cas en Europe, je connais un peu moins les usages sur d'autres continents, mais en Europe, ça fait de 2 à 3 000 ans que on a essayé de... Enfin, on est conscient du pouvoir des médecins et qu'on a mis toute une structure autour pour le contrôler. Puisque le pouvoir de soigner l'humain, c'est quasiment un pouvoir divin. Donc il y a les serments d'Hippocrate, il y a les ordres, etc. Donc c'est structuré parce que c'est un risque énorme si ça ne l'est pas. Et donc c'est normal qu'on respecte un petit peu cette continuité. Ça me paraît pas choquant. Et le monde start-up innovation qui vient percuter là-dessus, c'est un peu normal que ça frotte. En gros, il y a 3 acteurs. Il y a le législateur, il y a le médecin, il y a le patient. Je pense que le patient, il est prêt à plein de choses. La preuve en est qu'on partage l'intégralité de notre vie sur les réseaux sociaux avec grand plaisir, juste pour le plaisir d'accéder gratuitement à un service. Donc je pense qu'il y a un débat un peu manichéen sur le partage des données, sur... En gros, le patient est prêt. Pareil, si on regarde sur des services numériques, Doctolib, je pense que ça faisait très longtemps qu'on voulait tous pouvoir facilement prendre des rendez-vous en ligne et voir son médecin à distance. Ce n'est pas les patients qui freinaient, quoi. Donc, le législateur, en général, il peut pousser des choses, mais il ne peut pas forcément aller trop loin contre les médecins. Donc, le fait d'embarquer les médecins là-dedans, ça, c'est absolument clé. Et de comprendre que le design d'usage, que ce soit du produit ou du service, doit passer par... Ça doit améliorer la pratique du médecin, ça doit lui faciliter la vie, et ça doit l'aider à mieux traiter le patient. Et donc, il ne faut pas le prendre à l'inverse, parce qu'en plus, il y a une méfiance de la communauté médicale vis-à-vis de toutes ces solutions, qui pensent qu'elles viennent, entre guillemets, remplacer son savoir, et avec les risques que ça porte. Donc ça, c'est clé dans le design d'usage de toutes ces solutions. Donc tout ça pour dire que on parle beaucoup de la confidentialité de la donnée, de la sécurité, etc. Je ne pense pas que ce soit vraiment le sujet.
je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'aussi un autre élément d'appropriation, c'est le temps. Enfin, il faut leur faire gagner du temps. Et on parlait d'études cliniques tout à l'heure, mais je pense qu'il y a aussi un élément un élément de preuve qui est extrêmement important pour la communauté médicale, c'est quel temps vous allez gagner à utiliser ce dispositif par rapport à votre pratique régulière. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont aucune raison finalement d'utiliser ces outils-là, ça change les pratiques, etc. Donc il faut aussi leur montrer que les données sont fiables, mais le temps, et ils vont aussi gagner du temps dans leur pratique. Je voudrais juste poser une question à la salle, pour justement sur le thème de la confidentialité. Qui d'entre vous a déjà son compte Amélie en ligne ? Vous partagez bien vos données. Qui parmi vous a déjà son dossier médical partagé activé ? D'accord, donc ça fait un tiers à peu près. Donc vous voyez que dans cette salle, on va une acceptabilité Amélie en ligne, ça existe depuis quand même quelques années. Le dossier médical partagé, je pense que c'est 1 an à peu près. Et donc même dans une salle un peu techno, vous avez 2 tiers des gens qui ne l'ont pas activé. Et ça, par contre, avec la garantie quand même de l'État sur la confidentialité des données. Donc voilà, merci de votre réponse. Après, là-dessus, je pense que alors ça sera peut-être une question d'après, mais il y a quelque chose qui est important avec tout ce partage de données, et cette capacité à partager la donnée, c'est le retour sur le patient ou sur nous-mêmes. Et le dossier médical partagé, par exemple, je ne pense pas que les gens ne l'ont pas fait parce qu'ils ont peur, mais c'est qu'ils n'ont aucun intérêt, en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça nous apporte ? Quelle information ça me donne ? Et donc, il n'y a pas vraiment d'incentive à aller faire ce dossier-là. Et il y aura peut-être une question là-dessus, mais sur ces solutions connectées, c'est très important aussi pour le patient ou l'usager, qu'il puisse avoir un retour et qu'il soit impliqué dans l'expérience, que ça lui apporte quelque chose à lui-même aussi. Je pense qu'on en parlera plus tard dans l'autre question, mais je pense que c'est lié à ça, que cet écart qu'on voit. Alors qu'Amélie, c'est pratique parce que là-dessus, on récupère ses feuilles de soins. Enfin, il y a un vrai service pour l'usager. Effectivement, Amélie, on a un service qui est administratif, j'allais dire, plus que médical. Par contre, effectivement, dans le médical, on parle des données qui ne sont pas forcément partagées entre... on a peur, finalement, on n'a pas peur. Mais je voudrais souligner aussi les partages de données entre spécialistes et médecins, qui ne sont pas du tout forcément évidentes, des fois. Donc on se aperçoit aussi, et ça c'est un frein du DM, que ce qui a freiné, c'est les médecins, très clairement. Voilà. Moi, ma question du coup, c'est le médecin est là pour soigner. Est-ce qu'il faut créer un autre métier pour les médecins ou pour les personnes qui font du préventif ? Alors si je prends un exemple, je vais prendre un exemple d'une machine-outil. Il y a de la maintenance curative et de la maintenance prédictive ou préventive. Ce n'est pas les mêmes métiers, on est obligé de reformer les gens. Voilà, donc... Ça existe déjà dans une certaine mesure dans certaines pratiques. Si on regarde les radiologues, par exemple. Les radiologues, ils vont maintenant même regarder des radios à distance pour aider d'autres hôpitaux. Et il y en a qui font comment on appelle ça, des astreintes la nuit pour supporter des hôpitaux partout en France. Et donc, ils vont regarder des radios de gens qui ne verront jamais et faire leur diagnostic à distance. Donc, quelque part, on a déjà un petit peu créé une chaîne un peu distribuée avec celui qui va analyser et celui ensuite qui va avoir une approche holistique en voyant le patient et en prenant l'analyse du radiologue. Donc on sait déjà faire en fait ça. Et effectivement, je pense qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des métiers de data analystes scientifiques, par exemple, médicaux, pardon, qui ne seront pas des médecins, mais qui ne seront pas non plus des purs data scientists. Et ça, c'est des métiers qu'il va falloir créer effectivement pour avoir une chaîne, puisque le médecin ne pourra pas tout maîtriser non plus. Il faut qu'il ait de l'aide pour aller plus vite, comme on disait juste avant. On peut le voir avec la crise du Covid. Un médecin généraliste il a été pris au dépourvu pendant quelques mois. Et les scientifiques n'étaient pas tous d'accord. Alors après, effectivement, créer des spécialités préventives en médecine, pourquoi pas, mais je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Ça va un peu à l'inverse de ce que doit être la médecine. C'est effectivement une prise en compte holistique de l'individu. Mais bon, c'est peut-être un élément effectivement de réponse à court terme. Je pense que ça, de toute façon, ça n'enlèverait pas le côté financement. Aujourd'hui, la clé aussi, c'est qui paye, est-ce qu'on sera prêt finalement en tant que patient, en tant qu'individu à payer finalement pour ce côté préventif. Je pense que
ça, effectivement, ça peut être le cas. Et c'est vrai que nous aussi, on a une culture quand même de... finalement, ma carte vitale, c'est ma carte bleue. Et donc, ça, c'est un peu... la gratuité, on va dire, des soins est presque culturelle. Enfin, chez nous, c'est... Donc, il y a aussi quand même un changement de mentalité, finalement, autour de ça. Mais voilà. Après, effectivement, je pense qu'une des clés aussi, c'est... et c'est aussi dans l'acceptabilité du partage des données, c'est ça sera d'autant plus accepté qu'il y aura un vrai bénéfice perçu. Voilà. Et que tout réside aussi dans ne pas faire des gadgets. Ce n'est pas la techno pour la techno, mais c'est vraiment faisons petit, mais faisons bien et faisons efficace. Et je crois que c'est vraiment ça la clé. Le patient doit se rendre compte que cet objet connecté lui améliore la vie, lui facilite les choses et qu'au quotidien, il peut sentir finalement le bénéfice. Et pour moi, c'est vraiment ça aussi le succès. Ce qui aussi peut-être nécessite, nous, en tant qu'ingénieurs ou techniciens, peut-être aussi un changement aussi de mentalité, c'est-à-dire finalement de se dire la technologie, c'est un outil au service d'eux, mais ce n'est pas forcément une fin en soi. Richard, un commentaire? Non, moi, je ne me prononcerai pas sur le rôle des médecins. Ils doivent intervenir dans la chaîne quand même. Hein. Nous, on les aide, mais on ne va pas prétendre savoir dire ce qu'ils doivent faire. Déjà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Je vais essayer. Parlez fort, parce que je ne peux pas vous passer mon micro. Alors, il y a des acteurs qui peuvent avoir un rôle à jouer là-dessus, c'est les assurances. C'est-à-dire qu'un des rares acteurs économiques au monde qui est capable de faire de l'argent avec de la prévention, c'est quand même assez rare, c'est plutôt les assurances. C'est les seuls qui ont un intérêt économique à faire de la prévention. Donc, au-delà du modèle lui-même, où là, c'est quasiment du débat politique, où on a peut-être un peu moins de contrôle, mais sur le volet privé, je pense que les assurances, et on le voit déjà sur certaines initiatives un peu décalées, mais plutôt sur la conduite, notamment quand ils mettent vous connaissez ce genre d'initiative, dans une voiture, on peut avoir un objet connecté qui regarde votre conduite et qui, en fonction de votre conduite, si elle est vertueuse, vous avez des bonus, pour ne pas dire l'inverse. Hein. Donc si votre conduite est vertueuse, vous avez des bonus et vous payez moins cher votre assurance. Donc ils sont déjà en train de préparer ce genre de modèle, on peut tout à fait le transférer. Après, je ne jugerai pas éthiquement, ça dépend comment on le présente, ça dépend comment on le fait. Mais ils commencent déjà à se préparer à avoir ce genre de modèle où on pourrait imaginer la même chose sur du médical avec des moyens de pousser des modèles de prévention sur soi plus vertueux, on va dire. Donc oui, je pense qu'il va y avoir des choses qui émergent très rapidement là-dessus. On a les moyens de le faire. Il y a de l'argent là-dessus. Hein. Les assurances ont de l'argent et ont de quoi le monétiser assez facilement. Oui, je partage complètement cet avis. Je pense qu'effectivement, les acteurs privés, finalement, vont être moteurs là-dedans, puisque on l'a vu dans d'autres domaines. Je pense effectivement que c'est eux qui vont pouvoir pousser. Et donc aussi, charge à nous, industriels ou gens du DM aussi, de pouvoir aller finalement aussi peut-être les solliciter, les faire participer, ce que je disais tout à l'heure aussi, les intégrer finalement dans toute cette phase de développement, mais de valorisation. Je suis d'accord, le business model, c'est un gros sujet pour lequel, et qui n'est pas facile à appréhender en plus. Oui, effectivement, nous, on voit des startups arriver avec des projets qui ont énormément de mal à se financer sur du préventif. Et on se rend compte que les mutuelles privées sont effectivement très actives et certaines ont un discours
totalement dans ce sens-là, en disant oui, on est pour la prévention, on va financer des projets de prévention, mais la traduction concrète n'est pas encore massive. Et on se rend compte que ces entreprises privées ont quand même des processus de décision qui ont besoin de données factuelles avant de dire OK, on va financer tel type de produit parce qu'il nous a prouvé qu'il était efficace en prévention. Et on retombe encore une fois sur l'étude clinique. Et donc, qui a financé l'étude clinique? Est-ce que c'est la start-up, donc BPI France? Est-ce que c'est la mutuelle? Peut-être pas, parce que justement, elle n'a pas pris sa décision. Donc, dans le principe, les mutuelles, certaines disent oui, on est absolument pour, on investit dans le préventif, dans le concret. On voit beaucoup de startups qui s'essoufflent et qui finalement réussissent pas à débloquer, et malgré un dispositif qui pourrait marcher peut-être. Mais effectivement, le problème est plus sur le financement du développement et de la preuve que ça marche vraiment. Après, puis je prendrai la question qui est devant moi. Après, il y a la position des fabricants. Hein. Est-ce que vous faites de la vente, de la location? Est-ce que voilà, c'est tout un modèle économique à mettre en place parce que c'est très compliqué. Il faut changer le modèle carrément. Hein. Oui, et tout à fait. Et c'est d'autant plus compliqué, on va dire, pour des gens comme nous, qui sommes finalement dans de l'industrie traditionnelle, avec des modèles extrêmement bien établis, etc., qui font aussi référence. Donc, quand vous commencez à aborder un peu ces sujets, médecine connectée, DM connectée, forcément, le modèle, il est un peu chamboulé. Et forcément, vous ne pouvez pas atteindre les mêmes niveaux de rentabilité ou d'investissement, finalement, et de ROI que vous pouvez avoir sur vos outils traditionnels. Donc c'est encore plus compliqué. Il y a beaucoup aussi de conviction. Enfin, il faut convaincre aussi en interne. Hein, c'est pas toujours facile en fonction de la structure aussi de l'entreprise. Voilà, il y a effectivement c'est challengeant pour beaucoup, quoi. Et il faut accepter que la rentabilité soit peut-être pas là tout de suite. Pour moi, c'est quand même un peu un pari quand même sur l'avenir. Mais oui, ça chamboule pas mal les modèles. Ouais. Ouais. Il y avait une question devant, là. Vous aviez une question? Non? Oui. J'ai deux remarques par rapport à vos présentations. La première, c'est parce que en termes sémantiques, ça ne veut rien dire du tout, la santé connectée. Et je crois que, parce que c'est une traduction française du Connected Health Connect, mais je pense que c'est pas bon de garder ce terme parce qu'on ne sait pas, ça ne veut rien dire. Donc les gens ne peuvent pas mettre une réflexion sur un montage sémantique qui ne correspond pas à la langue. Donc je crois que c'est un très très mauvais terme, ce terme de santé connectée. Et si on veut rassembler des gens dans une stratégie, quelle qu'elle soit, vous avez montré qu'il faut beaucoup de métiers, donc il faut que les gens se comprennent, et on se comprend à travers la langue. Donc si ce que vous dites, les gens ne se retrouvent pas, ils ne vont pas venir. Donc ça c'est un problème majeur, sans compter qu'il faut faire marcher des ingénieurs, des médecins, des gens de la santé, etc. Si on n'a pas un langage commun, on ne peut pas se rendre. Donc pour un médecin, ça ne veut rien dire la santé connectée. Ça ne veut rien dire du tout. Donc ça veut dire que si vous restez avec ça, eh ben vous ne vendrez pas vos trucs. Ouais. Bon, ça c'est la première remarque. La deuxième, elle tient à votre notion de la prévention. Qu'est-ce que ça veut dire la prévention? Est-ce que vous savez ce que c'est? La prévention où? Il y a deux types de prévention. Il y a la prévention telle que nous avons aujourd'hui. On ne veut pas attraper le machin et on met un masque. Les médecins ne sont pas du tout concernés par cette affaire. Il y a des scientifiques, mais ce n'est pas forcément des médecins. Pour vous dire qu'il faut porter un masque, c'est très compliqué, mais la médecine là-dedans, c'est 10% de la réflexion. Donc, vous avez cette prévention qui est apportée par la réflexion de la société en général. La société en général. Les médecins, vous parlez des médecins. Les médecins de la prévention, c'est très faible. À part la vaccination, et encore, les vaccins, ce n'est pas eux qui les fabriquent. Donc il y a cette prévention-là qui est très en amont de la maladie, et où la médecine n'a rien à voir. Et les gens de la santé aujourd'hui, des services de santé, pas beaucoup. C'est la société qui doit déterminer, oui, aujourd'hui il faut mettre un masque. C'est le ministère qui l'a dit, c'est pas les médecins de Lyon.
puis deuxièmement, il y a une deuxième prévention où là, effectivement, les outils connectés sont intéressants, c'est la prévention des complications dans une maladie. Donc on a deux étapes qui sont tout à fait différentes. Et enfin pas malheureusement, mais souvent c'est le même outil qui va servir aux deux. Mais ce n'est pas du tout le même marché. Donc on ne peut pas parler du marché de la prévention parce que ça ne veut rien dire. Là aussi, excusez-moi. Donc il faut dire où est-ce que vous, dans quel type de prévention vous vous mettez. Est-ce que c'est la première ou la seconde? Voilà. Non, mais Non, mais merci pour ces remarques positives, hein, parce que c'est vrai que c'est... Non, c'est très intéressant. J'adhère sur le volet sémantique. Pour moi, ma définition sur le volet santé connectée, qui effectivement peut ne rien vouloir dire, comme l'IoT ne voulait pas dire grand-chose, hein, parce qu'après ça se verticalise sur des usages, c'est vraiment cette notion de fenêtre de données. Alors après, c'est peut-être une approche très ingénieure de la chose, hein, mais je ne peux pas sortir de ma tête. Pour moi, c'est vraiment cette capacité qu'on a augmentée de collecter de la donnée sur des temps très longs, très courts, peu importe, à des fréquences très élevées ou très faibles. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Après, il y aura des données utiles et des données moins utiles. Ça sera au médecin de juger pour le coup. Mais pour moi, c'est vraiment ça, avec soit des objets qu'on va mettre, comme la montre que je peux avoir là, qui va avoir 2 ans de données sur mon rythme cardiaque, soit au moment où on fait les traitements, on va regarder sur des fenêtres d'analyse plus courtes. Mais c'est ce côté de collecte de la donnée et ce côté également à distance. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir le patient sous la main pour avoir les informations en question. Les outils qui vont derrière, quelque part, moi, ce n'est pas mon métier. Je mets à disposition du corps médical, avec les innovations qu'on fait chez Witekio, cette capacité augmentée à avoir de la donnée, comme je disais, sur des temps longs et des fréquences qu'ils souhaitent. Pour moi, c'est ça ma définition, en tout cas. Donc pour résumer, c'est la collection des datas et la mise à disposition des datas. Exactement. D'accord. C'est vrai que je suis assez d'accord avec la remarque de monsieur. Je pense effectivement que finalement, la clé, c'est un peu en tout cas, les usages à privilégier ou qui seront à privilégier, c'est tout ce qui est maladie chronique, clairement. Et donc, comment éviter que ces maladies chroniques, effectivement, dégénèrent, ou en tout cas qu'on puisse diminuer les coûts de prise en charge de ces maladies-là par des outils un peu plus préventifs, en tout cas qui permettent peut-être d'anticiper une certaine dégradation de l'état de santé. Et le médecin, ce dont il a besoin, c'est qu'on lui parle de bénéfices cliniques. Ce n'est pas tellement la techno, c'est en quoi, voilà, quel usage clinique. Et c'est ce langage-là qu'il faut réussir à lui parler. Mais c'est vrai que le titre est très marketing, on ne maîtrise pas les titres. Je dirais à Stéphanie, à Paola de changer un peu les titres. Ah, vous n'assumez pas le titre, donc c'est ça? Non, mais je suis d'accord avec la remarque. Même augmenté, quand j'ai vu le titre, je me suis demandé ce que c'était augmenté. Alors, mais bon, je l'ai traduit comme toi. Non, mais augmenté, je trouve que ça peut avoir du sens, dans le sens où on donne données. des nouveaux sens. Voilà. On a la capacité de... Après, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ce que plusieurs médecins disent, c'est que s'ils avaient vraiment du temps, ils n'auraient pas besoin de tout ça. C'est-à-dire que s'ils avaient le temps de passer du temps avec chaque patient, ils pourraient voir tout ce qu'ils devraient voir. Et s'ils avaient 1 heure par consultation, ils n'auraient pas besoin de gadgets technologiques. À l'inverse, on peut se dire que de toute façon, il y a une pression économique sur le secteur et que l'innovation tech va les aider justement à résoudre cette équation difficile. Comme on peut l'avoir dans l'industrie quand on est obligé de mettre des robots pour aller plus vite. Donc, il y a ce volet-là, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais la tech va pouvoir apporter ça. Et puis une collection de data qu'on n'a pas, comme tu disais, à l'instant T pendant la consultation. Je regarde s'il y a d'autres questions dans la salle. Toujours pas. Oui. Bon. Oui. Ça, c'est quelque part le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on devrait être payé. Les humains devraient être payés pour alimenter et améliorer en effet quelque part l'industrie. Donc, dans le modèle économique, il y aurait en effet peut-être besoin d'une banque
de données qui rémunèrent en effet justement les patients à donner leurs informations, puisqu'en effet il n'y aurait pas de sujet de personnalisation comme vous le dites, hein, d'accord, à des fins d'avoir en effet accès à de la médecine complètement gratuite. Et dans le concept de connecté, qui à mon avis en effet est antinomique avec personnalisé, vous avez parlé que une seule direction, c'est-à-dire récupérer de la donnée en effet encore une fois du laboratoire humain vers l'industrie pour l'aider à s'améliorer. Encore très loin du service que je vais pouvoir toucher tous les jours qui va améliorer ma santé. On est encore assez loin de ça. À part le côté administratif, tout ce que vous avez expliqué. Surtout si maintenant je mets la biotech dans le concept, d'accord, et qu'on commence en effet à m'alimenter de capteurs qui va me permettre en effet justement de donner plus d'informations sur mon rythme cardiaque, mais cette fois-ci pas avec une montre, mais avec des choses en effet plus intrusifs, et voire avec le risque d'être contrôlé, c'est-à-dire dans l'autre sens. C'est-à-dire cette fois-ci l'industrie qui va pouvoir interagir parce qu'elle n'a pas le patient. Comment vous pouvez imaginer en effet quelque part que cette population, d'un côté humain qui alimente des données, de l'autre l'industrie qui est en train de se révolutionner, peut vraiment quelque part se mettre d'accord sur ces trois concepts, connecté, préventif et personnalisé? Alors moi je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'on ait dit que notre sujet c'est pour aider l'industrie. Personnellement, moi, je veux aider le patient. Et donc, si on collecte des données sur mon rythme cardiaque, sur ma pression sanguine, si je vais chez le médecin et qu'il me mesure différents paramètres de ma santé, j'ai envie que mon médecin il m'aide moi. J'en ai rien à faire qu'ils aident les gens qui font la même taille que moi dans toute la France. Je veux que mon médecin il m'aide moi. Je me permets sur cette réflexion. Tous les modèles aujourd'hui que vous utilisez en termes de technologie utilisent des statistiques et la probabilité. Ce que vous allez augmenter, améliorer comme précision, c'est une moyenne de tendance. Vous n'allez pas apporter en effet une réponse, je dirais, qui m'est personnelle. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec vous. Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a un phénomène nouveau, une maladie nouvelle, on a besoin de statistiques pour comprendre comment, en général, elle va se comporter. Parce qu'il y a toujours des cas extrêmes, des gens qui guérissent très vite et des gens qui en meurent. Mais en moyenne, on va se dire, il faut qu'on mesure en moyenne, sur une population globale, quel est l'effet de cette nouvelle pathologie. Et ensuite, il y a vous qui êtes devant le médecin, on va comparer vos données physiologiques par rapport à ce qu'on sait du reste du monde, et on va pouvoir vous dire, nous on pense, parce qu'on a l'expérience de tout le monde entier, que pour vous, il faut faire ça aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment aujourd'hui dans les deux sens. Aujourd'hui, on n'a pas ce système rêvé où les dispositifs sont connectés, parce qu'effectivement, la santé n'est pas connectée. Pour moi, c'est un dispositif médical qui, avant, n'était pas connecté, peut le devenir. Il y a plein de dispositifs médicaux aujourd'hui qui mesurent plein de trucs. Seulement, vous avez besoin de prendre rendez-vous, d'attendre, d'y aller, d'être mesuré, et ensuite de repartir. Et on ne sait pas quelle est la validité de la donnée parce qu'on l'a pris à un moment donné, comme la tension artérielle, par exemple. La tension artérielle, on sait très bien qu'en fonction du moment où vous le faites, du protocole que vous suivez, elle peut donner des indications légèrement erronées ou très erronées au médecin au moment où il la prend. Donc le fait de la prendre en continu, pour moi, peut-être que ça va apporter plus d'informations à mon médecin sur mon cas à moi. Mais comment est-ce que mon médecin va savoir quelle est la signification de la valeur numérique qu'il lit? C'est parce qu'il a lu des articles qui ont traité de la tension artérielle sur les humains en général. Donc moi, je ne veux pas sauver l'industrie. J'aime bien Cyril, mais ce n'est pas ma vocation. Moi, ma vocation en tant qu'individu et citoyen, c'est que j'aimerais bien aider ma propre santé. Je vais même être très égoïste. Et, ouais. donc, pour aider ma propre santé, c'est vrai qu'il y a un échange. Donc, je vois ça comme un échange entre moi-même égoïste, la société et les acteurs qui sont rémunérés, soit publics, soit privés, pour m'offrir un service. Mais je sais très bien que si je vais chez le médecin, je vais le payer. Donc, excusez-moi, mais avant de ce vieux que je partage, mais il y a une notion de volumétrie. Vous l'avez dit vous-même, le médecin n'a pas le temps. S'il avait le temps, il pourrait faire autre chose. Demain, on sera, je ne sais pas combien de milliards, on veut tous accéder, comme vous venez de le dire, à une santé personnalisée. D'accord ? Aujourd'hui, le vrai challenge, c'est de donner en fait la possibilité aux médecins d'être complètement assistés par de la technique pour aller vite, pour pouvoir traiter en effet une volumétrie. Donc on est bien en effet, encore une fois, dans un processus de mettre en place une industrie de la santé, d'accord, qui va en effet donner à un
ensemble d'individus ont mieux de ce que peut faire une personnalisation. Ça restera des statistiques malgré tout. Donc c'est en ce sens. Oui, mais et ça, c'est comme. Vous avez raison, mais dans la mouvance et la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on en est très loin. Disons qu'après, alors c'est peut-être une technique pour esquiver la question, mais je pense que c'est. Alors nous, en tant qu'acteurs technologiques, notre rôle, c'est de fournir les outils. Et en gros, nous, notre focus, c'est de faire en sorte qu'il y ait des outils qui soient en design d'usage bons pour les médecins, parce que ça leur fait gagner du temps, et en design d'usage utilisés par les patients, parce qu'ils ont un rôle à jouer de plus en plus important avec cette équation, notamment des objets connectés normaux, hors médicaux, au bout de 6 mois, ils sont à la poubelle. Les objets connectés B2C. Parce que passer l'excitation du départ, les données en question ne nous intéressent plus trop, et puis ça part à la poubelle. Donc ça serait dramatique pour des objets médicaux. Donc nous, on se concentre sur comment on fait pour que les gens l'utilisent dans la durée, que ça s'intègre dans leur journée sans que ça soit une espèce de verrue en plus de leur vie ou de leur matériel. Donc très humblement, on met tout ça à disposition pour que ça marche le mieux possible, que ça soit facile à utiliser et que les modèles puissent être entraînés, qu'il y ait suffisamment de données pour comparer. Alors peut-être qu'on a induit la confusion, mais moi je pensais plutôt à de la médecine personnalisée qu'à l'approche statistique globale, mais les deux sont vrais. Donc je pense que très humblement, notre rôle c'est de fournir les outils, et le sens de mon propos c'était de dire il y a la communauté médicale et les médecins qui doivent s'en saisir et les utiliser. Et ensuite il y a d'autres acteurs qui sont dans la partie business model qui devront les trouver, mais quelque part le système est tellement compliqué qu'il va bien falloir que chacun avance un peu d'un pas, quoi. Donc nous, le pas qu'on fait, c'est qu'on fournit ces technos et on essaie de penser usage. Ensuite, aux autres de s'en saisir. Et rien ne se passera sans que les médecins s'en saisissent, ça c'est clair. Et heureusement, je pense. Il y a une dernière partie que vous avez oubliée dans l'échange, c'est que c'est la recherche scientifique qui a besoin aussi de collecter des données. Et si elles ne sont pas objectivées, ces données, elles n'avancent pas assez vite. Donc le fait de récupérer de la donnée au quotidien, mais en continu avec le contexte, ça permet à la recherche scientifique de comprendre les phénomènes. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression, et on a tous un peu peur de connecter Google, etc. Ça fait toujours peur, mais on est dans un triangle où tout le monde doit fonctionner ensemble, et c'est compliqué. Disons qu'à l'inverse, si les médecins ne s'en saisissent pas, c'est d'autres qui vont le faire. Et ça me fait beaucoup plus peur que la perte de certaines données ou que les risques qu'on a évoqués. Je pense que c'est très important que les médecins s'intéressent très sérieusement au sujet, puisque c'est une industrie qui est en train de se créer. C'est un peu comme quand on se ferme aux robots quand on fait de l'industrie, quoi, et qu'on dit on va détruire de l'emploi si on met des robots. Peu importe si la réponse est vraie ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'on perd son usine, quoi. Et c'est un peu le risque que je vois avec ce traitement toujours manichéen qu'on a sur la santé connectée. En fait, on va tous se calmer, là. Il y a un outil. Les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux connectés. Exactement, oui, on est d'accord. Il y a des outils maintenant aux gens de s'en saisir et aux professionnels du secteur de s'en saisir. C'est peut-être parce qu'on ne sait pas très bien le mesurer en tant qu'ingénieur électronicien. Oui, et puis la difficulté, c'est que les biotech arrivent, c'est vrai, elles sont présentes, sauf que ne serait-ce qu'avec des devices médicaux classiques, on n'a pas avancé sur le modèle, sur la façon dont on prenait. Donc les biotech, c'est vrai, elles sont là, mais c'est fournir de la techno pour fournir de la techno. Là, vraiment, tant qu'on n'a pas avancé sur le modèle, on ne va pas avancer. On va prendre une dernière question rapide, s'il y en a une, sinon on va... Parce que... Madame. Oui. Alors, en fait, alors il y a des méthodologies, mais qui ne s'appliquent pas qu'au médical, qui s'appliquent à toute l'innovation produit, qui s'appelle le design d'expérience ou l'UX design, où on va effectivement commencer par des phases d'exploration avec les différents acteurs. Donc, dans le cas présent, on prendrait un médecin, un patient. Mettons qu'on traite un objet pour le diabète, on va prendre 3-4 personnes diabétiques, un médecin, un expert technologique, et on va commencer par échanger sur les hypothèses majeures qu'on prend pour le design de ce produit. Ensuite, il y a des phases d'exploration où on va observer les gens, comment ils font, parce qu'il ne faut pas écouter ce que les gens disent, il faut regarder ce qu'ils font.
pour voir dans la journée comment ça se passe, à quel moment ça pourrait bien s'intégrer, à quel moment ça pourrait mal s'intégrer. Et donc vraiment dessiner un parcours de journée, comment ça se passe du matin au soir, on se couche, on se lève. Enfin, selon le thème, on va regarder différentes choses. Et à partir de ça, on va faire les moments où il y a des douleurs, les moments où, c'est-à-dire des problèmes, des moments où au contraire il y a moins de problèmes. Et à partir de ça, on va essayer d'intégrer les fonctionnalités dans ce parcours. Et donc on commence par le parcours d'usage, on en déduit des fonctionnalités. Des fonctionnalités, on en déduit une architecture technique et ensuite seulement on développe. On fait des premières versions qu'on appelle des POC ou des Minimum Viable Products qu'on va tester ensuite avec les utilisateurs et on va itérer. Donc on fait le produit le plus pourri possible au départ pour aller vite. On le teste rapidement et on l'améliore très vite et on arrive plus vite à un produit de qualité que si on avait fait une méthode plutôt causale dès le départ. Et donc c'est un processus où c'est pas mal de bon sens finalement, mais c'est d'éviter de sauter sur le clavier trop vite ou sur la carte électronique et de prendre le temps d'explorer, d'observer, de mettre les bons acteurs et d'être très humble sur ce qu'on imagine être les hypothèses majeures qui sous-tendent le produit. Et on pourrait en parler des heures, le UX design, parce que c'est un processus très intéressant. Il faudrait que ce processus il soit fait, pour en parler, dans l'industrie systématiquement. Bon, mais dans l'industrie, ce n'est pas toujours fait, on vous rassure aussi. Alors, il existe aussi, vous pouvez utiliser, nous on a utilisé, moi j'ai utilisé pour un device médical, la Cité du Design à Saint-Étienne, qui fait des études d'usage, et c'est exactement ça. Ils ont fait des POC, nous on a travaillé sur un pilier électronique, pour s'apercevoir que des fois, la techno, elle ne servait à rien, quoi. Donc, Oui, c'est ça. Puis c'est tout ce qui est test des solutions, effectivement, dans leur phase de prototypage en mode ce qu'on appelle un peu Living Lab. Donc, en fait, on teste un peu en conditions réelles d'utilisation et puis on adapte en fonction des choses qu'il faut améliorer voilà, en termes de confort, d'utilisabilité, de compréhension des fonctionnalités. Enfin, voilà, c'est vraiment une démarche itérative. Et c'est une démarche qui est très difficile parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a tous des biais. Donc nous, technologues, on va avoir des biais cognitifs dus à notre formation, aux différents objets qu'on a conçus avant. Les docteurs ont des biais d'usage et d'habitude qu'ils ont depuis 20 ans d'exercice de la médecine. Les fabricants, ils ont des biais parce qu'ils ont conçu des produits depuis 20 ans de la même manière. Et ces études-là qui sont sur le comportement humain, qu'on va modifier un petit peu, on va voir comment un nouvel objet va modifier le comportement humain, et ben en fait, on ne sait pas si ce qu'on va voir, il est dû réellement à l'objet ou est-ce qu'il est dû à des biais. Et ça, c'est très très difficile à différencier. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps et qu'il y a beaucoup de méthodologies qui se créent toujours aujourd'hui, d'autant plus dans les environnements médicaux ou pour des objectifs médicaux. Mais c'est effectivement très complexe, très long et donc relativement cher. Après, l'usage, il est compliqué parce qu'on peut aussi penser à l'usage. Est-ce que c'est pratique pour l'infirmière? Est-ce que c'est utile pour le médecin? Est-ce que c'est pas trop intrusif pour le patient? Et donc on a déjà trois acteurs qui sont impliqués dans l'acte de santé, qui ont peut-être des usages et des priorités qui sont contradictoires. Mais ça, c'est pas spécifique au médical. Quand on va designer une grue, il y a celui qui monte dans la grue qui la pilote, il y a celui qui est à distance et qui supervise les grues, et puis il y a celui qui est en dessous et qui veut pas se la prendre sur la tête. Enfin, dans le design d'usage, on essaie effectivement d'avoir une approche holistique avec les différents acteurs. Et en général, quand on n'en fait pas, pour donner un exemple, ça va faire un micro-ondes avec 40 boutons, où il y en a 2 qu'on utilise. Et puis quand on en fait, il y a juste un bouton et peut-être 2 modes, parce qu'on se rend compte que les gens n'utilisent pas le reste. C'est un exemple un peu bête, mais c'est l'apport du design d'usage dans le design technologique. Et là, je me permets de reboucler sur la sémantique, parce qu'on se rend compte que quand on a plusieurs métiers qui parlent ensemble du même problème, on met très longtemps à se comprendre parce qu'on n'a pas la même sémantique. Donc je suis d'accord. D'ailleurs, là-dessus, les médecins appellent ça l'observance, notamment. C'est-à-dire, quand ils designent un traitement, il y a la théorie, qui est il faudrait prendre le médicament 14 fois par jour, juste avant le repas, mais pas trop, et puis avec un peu d'eau chaude. Je force le trait. Puis ensuite, il y a l'observance, et donc il dégrade un peu le traitement pour se dire comment on fait pour que les gens le suivent pour de vrai. Comme se brosser les dents 3 minutes, c'était trop long, on le passe à 2 minutes, des choses comme ça. Eux aussi ont cette pensée design dans la manière de designer les traitements. Et c'est 2 mots différents pour la même chose. Ok, on va être obligé de s'arrêter là, parce qu'il y a une conférence après. Je remercie les speakers. Merci à vous. Merci à bon vous salon à d'être tout le monde. venus.